Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à la question du ZAN, qui est apparue dans la loi en 2021, suite à la loi Climat et Résilience, qui définissait un objectif zéro artificialisation nette, comme je le disais, voilà, qui est plus connu sous le doux nom de ZAN. Mais cette question n'est pas forcément très parlante. Voilà, on a pu en entendre parler dans le débat public, finalement assez rarement, en tout cas dans les médias communs, si j'ose dire. Et l'idée de cette webconférence aujourd'hui, c'est de pouvoir éclairer d'abord ce qu'on entend par artificialisation des sols, mais aussi pouvoir détailler, comprendre un peu ce qu'implique cet objectif, ce qu'il va changer dans nos pratiques et la manière dont il va être mis en œuvre. Donc nous allons rappeler que c'est d'abord effectivement un objectif qui a été défini au niveau national, mais que c'est surtout les collectivités qui vont se retrouver en première ligne pour l'appliquer. Pour rappel, en novembre 2023, France Stratégie se proposait de répondre à ces questions par la publication de 2 notes que vous pouvez retrouver dans le chat et également sur notre site internet. Une première note qui mettait en évidence les dynamiques de consommation d'espace en France et une deuxième note étudiant les stratégies qui ont été déployées par les régions pour territorialiser cet objectif. Avant de démarrer, peut-être un petit point technique. Cette webconférence sera divisée en 2 séquences. Une première séquence d'une vingtaine de minutes qui sera suivie d'un échange avec l'assistance via le chat où vous pouvez nous poser vos questions. Pour pouvoir poser vos questions, vous avez une petite bulle en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer, inscrire votre nom et vous pourrez déposer votre question. Et sera suivie par une deuxième séquence, là, plutôt d'une trentaine de minutes, où nous conclurons également par un échange. Donc pour démarrer, nous allons passer à notre première séquence. Nous allons demander qu'est-ce que l'artificialisation et pourquoi le ZAN a-t-il été mis en place. Et pour y répondre, nous pouvons compter sur les rédactrices de ces notes. Hélène Arambourou, vous êtes directrice adjointe du département développement durable et numérique de France Stratégie. Colline Bouvard, vous êtes chef de projet à France Stratégie. Et nous accueillons pour approfondir ces questions également Maëlys Desrousseaux, maîtresse de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, spécialisée en droit de l'environnement. Et vous étudiez la façon dont le droit appréhende le sol, notamment à travers le prisme de la protection de l'environnement, la préservation des sols agricoles et forestiers et la lutte contre leur artificialisation. Donc démarrons tout de suite. Première question. Donc, dans la presse, dans le débat public, on a pu entendre parler d'une dénonciation de la France moche, de cette France qui serait en train de se bétonner, qui artificialiserait ses entrées de ville, par des zones commerciales uniformisées, avec une qualité esthétique assez faible. Mais au-delà de ces considérations esthétiques, en quoi l'objectif ZAN va changer tout ça et comment est-ce qu'on pourrait le comprendre? Alors, tout simplement, l'objectif ZAN, donc zéro artificialisation nette, vise en 2050 à une réduction de l'artificialisation et pour tout nouvel hectare artificialisé, les collectivités ou les communes devront compenser par la renaturation, où on rend à la nature la même surface qui a été artificialisée. Alors si on revient un peu plus avant, pourquoi lutter contre l'artificialisation des sols ? Finalement, l'artificialisation, l'objectif est assez partagé puisqu'on voit bien qu'elle pose différents problèmes, tant des problèmes relatifs à l'environnement que des problèmes relatifs à des questions plutôt sociétales et sociales. Alors, on peut distinguer 3 grands effets de l'artificialisation. Le premier effet, c'est que l'artificialisation dégrade les fonctionnalités du sol. Alors, par exemple, un sol artificialisé va moins pouvoir absorber les eaux pluviales et donc ceci va réduire la recharge des nappes. Autre exemple, l'artificialisation se traduit par un relargage du carbone contenu dans les sols. Alors, par exemple, le Haut Conseil pour le climat a évalué que chaque année, 5 millions de tonnes d'équivalent carbone étaient relarguées du fait de l'artificialisation. Deuxièmement, l'artificialisation participe à l'effondrement de la biodiversité. Alors d'une part parce qu'elle détruit les habitats des êtres vivants et d'autre part parce qu'elle réduit leur aire de vie. Alors quand on parle d'aire de vie, c'est l'air nécessaire à la reproduction et à l'alimentation des êtres vivants. Troisièmement, l'artificialisation a des effets sur notre souveraineté alimentaire. Pourquoi ? Parce que cette artificialisation s'effectue préférentiellement. Quand je dis préférentiellement, c'est à 80% sur des terres agricoles. Merci Hélène de nous avoir fait comprendre un peu les implications de l'artificialisation des sols et leurs conséquences, en tout cas pour nous en tant qu'êtres humains vivant dans un milieu. Mais peut-être pour prendre un peu plus de recul, le ZAN a été présenté comme une innovation majeure juridique.
Et peut-être pour mieux comprendre cette innovation et l'opportunité de cet objectif, Maëlys Desrousseaux, pouvez nous expliquer un peu comment ont été pris les enjeux du sol dans le droit historiquement? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc le sol, ou plutôt les sols, hein, parce qu'il existe sur le territoire français, en métropole et en outre-mer, une grande diversité de types de sols, donc qui devraient être pris en compte pour cette diversité-là et non pour leur surface uniforme de rôle de croûte terrestre. Eh bien, les sols sont des mal-aimés du droit, et en particulier du droit de l'environnement. Hélène vient de le décrire, en fait, l'artificialisation entraîne tout un tas de dégradations, mais qui ne sont pas nécessairement entendues au sens juridique comme un impact sur l'environnement et qui donc n'entraînent pas de mesures de prévention ni de restauration. Ça peut se faire bien sûr à la marge, mais l'ensemble des fonctions rendues par les sols n'entraîne pas automatiquement des mesures de protection. C'est un constat qu'on retrouve à différentes échelles, dans différents ordres juridiques. Tout d'abord, à l'échelle du droit international, on ne trouve pas de protection internationale des sols où les États auraient réussi à s'entendre sur un enjeu commun pour se dire qu'il y avait une urgence à préserver l'objet sol. On va retrouver dans certains textes, par exemple dans le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre, qui prenait en compte les effets du changement d'usage des terres sur le changement climatique, ou alors la Convention de lutte contre la désertification, mais qui ne se concentre que sur une seule menace, donc la menace désertification. Donc on trouve certaines règles de droit international, mais de manière globale, les sols ne sont pas un objet saisi par le droit international. On va retrouver en revanche des documents, des chartes, des engagements de valeur, comme l'emblématique Charte européenne des sols, qui date de 1972 et qui avait déjà en fait établi la liste des enjeux qu'on discute aujourd'hui autour de cette table. Donc le sujet n'est pas nouveau, pourtant il n'y a pas eu de réaction juridique. Cette réaction juridique, on la retrouve ensuite à l'échelle du droit de l'Union européenne, où on a tiré les leçons aujourd'hui de l'échec de la précédente proposition de directive cadre sur la protection des sols qui date du début des années 2000. Et aujourd'hui, on s'aperçoit donc d'un regain de mobilisation politique porté d'abord par le Parlement européen dans le cadre d'une résolution, puis depuis l'année dernière par la Commission européenne par une nouvelle proposition de directive. Mais là encore, on voit toutes les difficultés, des difficultés qui sont davantage politiques que juridiques, c'est important de le préciser, pour qu'il y ait une entente supranationale sur l'enjeu sol. Pourquoi ? Parce que cette proposition de directive récente, qui était censée s'appeler la directive sur la santé des sols, donc avec des objectifs de protection, a changé de nom à la dernière minute, là, au juillet 2023, pour s'intituler la directive sur la surveillance des sols. Donc c'est la Soil Monitoring Law. Donc on voit bien que les États, finalement, se sont entendus pour dire, dans un premier temps, nous allons nous assurer que l'on peut avoir des connaissances communes sur les sols. Et puis, d'ici 10 ans, eh bien, on s'entendra sur des objectifs de protection. Mais on est encore en train de perdre un temps précieux face à la dégradation qui monte, enfin qui est présente déjà. Et enfin, au niveau national, eh bien, finalement, cette dynamique, elle est la même. Et là, on s'aperçoit, en étudiant la littérature européenne, que là où l'Union européenne n'a pas légiféré, eh bien, les dynamiques propres à chaque État sont limitées. Et le constat qu'en France, il n'y a pas de droit de protection des sols est partagé dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, exception faite peut-être de l'Allemagne, qui dispose d'un régime juridique un peu plus développé. Merci Maëlys pour ces précisions. L'objectif ZAN a finalement été inscrit en droit par la loi Climat et Résilience en août 2021 et France Stratégie a publié en novembre 2023. Donc si on pouvait poser la question naïvement, pourquoi s'intéresser à cette question alors qu'elle était déjà rentrée dans le droit ? Tout simplement, hein, juste le fait d'inscrire cet objectif ZAN dans la loi justifie qu'on s'y intéresse parce que déjà c'est assez inédit et puis en fait ça va soulever aussi des questions de gouvernance, de planification, comment on décline un objectif national au niveau territorial et plein de questions en fait de mise en œuvre de cet objectif. Parce que derrière cet objectif qui est quantitatif, parce que c'est zéro artificialisation nette, il existe potentiellement des conflits d'usage du sol, donc des questions d'aménagement du territoire,
il existe des questions de comment on concilie en fait différents objectifs de politique publique au niveau local, voilà, qui sont soumises à différentes injonctions. Et donc, c'est pour ça que France Stratégie a décidé de s'intéresser à ces questions au travers 2 approches complémentaires. Donc, comme vous l'avez rappelé en introduction, hein, la première note, vraiment, on va essayer de documenter les dynamiques de consommation d'espace au niveau territorial, les différences en fait, qui peuvent exister dans ces dynamiques pour mettre en valeur la multifactorialité de l'artificialisation, mais aussi les marges qui existent pour les territoires pour atteindre cet objectif. Dans la deuxième note, on fait un état des lieux en fait, des stratégies régionales dans la territorialisation de cet objectif, qu'on va essayer de contextualiser avec les contraintes législatives qui pèsent sur les régions, mais aussi les contraintes qui leur sont propres du fait notamment de la diversité des territoires qui les composent. Merci Colline. Alors je me permets de revenir sur la question des multifacteurs. Effectivement, quand on s'intéresse à la limitation de l'artificialisation des sols, il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on artificialise. Et c'est notamment l'une des vertus de la première note. Hélène, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les constats qui sont posés ? Oui, si on regarde à grosse maille, c'est-à-dire à l'échelle nationale, plus de 60% du flux de l'artificialisation l'est pour construire des logements. Ensuite vient l'artificialisation pour construire des zones d'activité économique et des zones commerciales, un peu plus de 20% du flux d'artificialisation. Et enfin arrivent les infrastructures ferroviaires et routières qui constituent environ 7% du flux d'artificialisation. Alors quand on donne ces chiffres au niveau national, ça ne dit pas grand-chose. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que si les infrastructures ou les zones d'activité constituent des flux relativement faibles en comparaison au flux du logement, localement, ces projets peuvent constituer des emprises au sol très importantes et peuvent donc peser dans l'artificialisation des sols au niveau local. D'où la nécessité d'étudier ce phénomène, non pas à l'échelle nationale, mais bien à l'échelle locale. Merci Hélène. Et justement, on l'a bien compris, l'emprise de l'artificialisation se fait sentir surtout au niveau local. Alors il serait peut-être intéressant de savoir si l'artificialisation est un phénomène uniforme qui concerne toute la France sur des proportions à peu près égales, ou si on voit bien des contrastes dans les dynamiques d'artificialisation que connaissent les territoires. Colline, vous pouvez peut-être nous apporter des précisions. Oui, tout à fait. Donc la réponse ne va pas vous surprendre, hein. Les dynamiques de consommation d'espace et d'artificialisation sont très hétérogènes au niveau local. Mais déjà, rappelons que les dynamiques, elles sont hétérogènes sous différents aspects. Déjà en termes de volume de consommation d'espace, c'est-à-dire le nombre d'hectares qui a pu être artificialisé sur une période donnée. Elles sont hétérogènes aussi en fonction, comme l'a rappelé Hélène, de l'usage qu'on fait de cet espace qui a été consommé, donc plus pour l'habitat ou pour l'activité économique par exemple. Mais elles sont aussi hétérogènes du point de vue de l'intensité de la consommation d'espace, ce qu'on appelle dans la note efficacité de la consommation, c'est-à-dire en fait le nombre de ménages ou d'emplois qui va être accueilli sur un territoire pour 1 hectare consommé pour l'habitat ou pour l'activité. Donc c'est important de prendre en compte ces différents aspects. Et pour ça, on a fait une typologie des consommations d'espace en croisant différents indicateurs pour mettre en valeur les différences de consommation d'espace et une géographie finalement de la consommation d'espace en France sur les 10 dernières années. Donc vous voyez la carte à l'écran normalement et on peut en tirer plusieurs conclusions. Donc la première, c'est déjà la très forte hétérogénéité de la consommation d'espace, je le rappelle, et on voit que cette hétérogénéité, elle se retrouve aussi au sein des régions. Sur les 6 profils de consommation d'espace, en fait, ils sont présents presque dans la totalité des régions. Deuxième conclusion, on le voit autour des métropoles qui sont les petits points noirs sur la carte, on retrouve presque systématiquement le même profil qui est en fait des territoires qui ont consommé beaucoup d'hectares donc en volume, mais avec une efficacité assez forte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce profil-là n'est pas uniquement dans les grands centres urbains, mais aussi, par exemple, sur le littoral atlantique ou le pourtour méditerranéen.
troisième conclusion, quand on regarde plutôt les territoires qui sont en orange, ce sont des territoires qui ont beaucoup consommé et de manière peu efficace. Et en fait, on se rend compte que déjà, ils sont peu nombreux. Ils ne représentent que 6% des intercommunalités en France. Et ils sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Ils ne sont pas concentrés en un seul endroit. Et à l'opposé du spectre, si on regarde les territoires en bleu sur la carte, ce sont des territoires qui, au contraire, ont consommé peu d'espace et de manière assez efficace. Et en fait, là, on se rend compte que ce sont souvent des territoires qui sont contraints à la fois du fait de leur topographie. Ils se trouvent souvent dans des zones de montagne. Et donc, à cela s'ajoutent des contraintes législatives, par exemple la loi montagne qui va contraindre l'urbanisation. Et des contraintes aussi du fait de la pression foncière qui peut exister dans ces territoires, du fait de l'attractivité touristique, par exemple. Donc finalement, le fait de consommer peu et de manière efficace répond plus à une conjonction de contraintes, en tout cas sur les dernières années. Donc les deux conclusions qu'on peut en tirer, c'est c'est important de croiser différents indicateurs pour comprendre les dynamiques de consommation d'espace, parce qu'un indicateur n'offre qu'une vision partielle du phénomène. Et deux, au vu de la géographie, on se dit que derrière ces dynamiques, il y a aussi différents facteurs en fait, qui peuvent expliquer ces dynamiques de consommation d'espace. Merci Colline. Et peut-être pour préciser un peu ce constat, voilà, donc, de manière générale, sans vouloir incriminer personne, mais on peut se dire logiquement qu'une grande ville va avoir tendance à s'étendre parce qu'elle accueille des activités, elle doit accueillir du logement, voilà. Elle se développe, elle est dynamique. Inversement, un territoire rural va peut-être avoir une trajectoire un peu plus stagnante, un peu plus stable et va peut-être moins artificialisée. Est-ce que vous avez constaté dans vos travaux un lien entre la taille de la commune et la dynamique de l'artificialisation ? Alors oui, on a observé un lien. Donc on a étudié plusieurs indicateurs d'artificialisation que l'on a croisés avec ce qu'on a appelé le gradient d'urbanité des communes. Donc si on regarde la slide relatif à ce travail, donc vous avez par exemple sur le schéma à votre gauche, vous avez en abscisse le gradient d'urbanité des communes, avec les communes les plus denses à gauche et les communes les moins denses à droite. Et en ordonnée, sur le premier graphe, donc à votre gauche, vous avez la consommation d'espace qui est un indicateur de l'artificialisation des sols. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en moyenne, ce sont les communes plutôt denses qui consomment le plus d'espace, avec en particulier ce qui s'appelle les centres urbains intermédiaires, c'est-à-dire des communes d'un peu plus de 16 000 habitants en moyenne. Donc, dans ce groupe de communes, on retrouve par exemple Saint-Nazaire, Charleville-Mézières ou encore Brive-la-Gaillarde. Et donc, dans ce groupe de communes, en valeur médiane, chaque année, il y a 22 hectares qui sont artificialisés. Et quand on regarde le graphe de droite, qui est donc avec toujours en abscisse le gradient d'urbanité, mais là, en ordonnée, on a regardé un autre indicateur qu'a évoqué Colline précédemment, qui est l'efficacité d'artificialisation. Donc on a regardé combien de ménages étaient logés pour 1 hectare artificialisé pour le logement. Et là, ce qu'on voit, c'est que les communes les moins efficaces sont les communes dites rurales. Et donc, à votre droite, vous avez un résumé. Dans les grands centres urbains sont les métropoles et les communes les plus denses de France. Quand on consomme 1 hectare d'espace naturel, agricole et forestier, on loge en valeur médiane un peu plus de 100 ménages. Dans une commune rurale, quand on artificialise 1 hectare pour du logement, on loge en valeur médiane 2 ménages. Donc on voit bien qu'il y a une différence en fonction du gradient d'urbanité. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, qui finalement, pour moi, est le plus intéressant, c'est qu'au sein de chaque groupe d'urbanité, il y a une forte variabilité. Donc là, on le voit sur le graphique, c'est-à-dire que les boîtes, pour chaque typologie de communes, sont très allongées, ce qui veut dire qu'il y a une forte dispersion. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'artificialise pas de la même façon dans des communes qui ont à peu près la même densité. Et donc, ce que ça veut dire, pour nous, ça veut dire que dans chaque catégorie de communes, il y a des marges d'amélioration. Et ça, pour nous, c'est un résultat très important, c'est qu'à typologie de communes équivalentes, on peut artificialiser de manière différente.
Merci Hélène. Donc, d'une certaine manière, tous les territoires sont responsables et tous les territoires peuvent agir sur ce phénomène. Et je vous propose maintenant qu'on passe à un temps de questions d'une dizaine de minutes. Donc voilà, j'ai quelques questions qui me sont arrivées. Peut-être une première question pour Maëlys. Avec la loi climat et résilience, comment le sol est pris en compte dans le droit français? La loi climat et résilience est indéniablement un progrès. Elle résulte du plan biodiversité de 2018 qui lui-même est fondé sur la feuille de route pour une Europe sobre dans l'utilisation de ses ressources. Et donc on voit que c'est dessiné la politique du Zero Net Land Degradation qui s'est orientée vers un Zero Net Land Take. Donc on est passé du Land Degradation au Land Take qui n'est qu'un des aspects de la dégradation des terres, mais tout de même qui s'est retrouvé dans le droit positif. Ça a été une surprise puisque il y a désormais dans le Code de l'urbanisme cette nouvelle définition de l'artificialisation qui correspond à l'altération durable de tout ou partie des fonctions d'un sol. Et donc c'est la première fois dans le droit français qu'on a véritablement cette référence aux fonctions. En soi, c'est un progrès, mais ensuite ça pose des questions de mise en œuvre puisque le droit de l'urbanisme, et j'y reviendrai tout à l'heure, n'a pas une vocation de protection des milieux. Donc ce n'est pour moi qu'un pas dans la porte. D'accord, merci. Donc on a encore des démarches de progression. Une autre question, et effectivement qui a son sens et qui est un peu alarmante. Pourquoi attendre 2050? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Finalement, c'est un changement total de paradigme, en fait, ce zéro artificialisation nette, et on part d'assez loin. Donc, si on rappelle les chiffres, il y a plus de 20 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. 20 000 hectares, c'est la superficie de toute la ville de Marseille, qui est une ville très étendue. Donc on part de là. Donc arriver à zéro artificialisation nette à 2050, c'est déjà un énorme progrès. Et il y a un objectif intermédiaire qui est de diviser par 2 le flux d'artificialisation d'ici 10 ans. Et rien que cette division par 2, ça réinterroge nos modes d'habiter, d'urbaniser et de consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers. Merci. Et j'ai une dernière question qui, là, pour le coup, revient vraiment au principe. Et je vous l'avais un peu évoqué tout à l'heure, Maëlys. Pouvez-vous donner une définition de l'artificialisation? Elle est désormais inscrite donc à l'article L101-2-1 du Code de l'urbanisme, altération durable de toute ou partie des fonctions. Également, il y a une exclusion des sols agricoles qui, même si on peut considérer que parfois, en fonction de l'exploitation, les fonctions sont altérées, ils sont par leur usage exclus de toute façon de la notion d'artificialisation. C'est une évolution par rapport à la définition qu'on avait avant, qui était une définition statistique, qui était issue des politiques statistiques du ministère de l'Agriculture, qui, vers le milieu des années 80, début des années 90, avait développé un instrument de mesure avec Terutiluca, c'était pour mesurer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc on était sur une approche en négatif, où on pouvait considérer que tout ce qui n'était pas ENAF était artificialisé. Désormais, il y a davantage de subtilité, mais pour le ZAN, en revanche, et pour la première tranche jusqu'à 2031, ce n'est pas la définition de l'artificialisation que je viens de vous citer qui s'applique, mais on continue de conserver cette approche changement d'usage des terres, en résumé. Merci Maëlys. Et une question de précision pour terminer ce temps. Comment se calculent les 50% de réduction de consommation d'espace d'ici à 2030 à 100% en 2050? Alors, en fait, pour l'objectif intermédiaire de réduction du rythme d'artificialisation de 50%, on prend le nombre d'hectares qui ont été artificialisés, comme l'a rappelé Maëlys, en fait, plutôt consommés entre 2011 et 2021. Et l'objectif est de ne consommer que la moitié de ce nombre d'hectares entre 2021 et 2031. Ensuite, donc ça c'est l'étape intermédiaire pour arriver au ZAN en 2050. Et la trajectoire entre 2031 et 2050 reste à définir. Mais l'idée c'est de réduire chaque année pour arriver au zéro net en 2050.
Merci Colline pour ces précisions. Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième séquence. Donc Colline, Hélène, on se sépare de vous, voilà, mais vous restez dans nos cœurs, ça, sachez-le. Merci beaucoup. Et donc voilà, nous allons passer à cette deuxième séquence qui va s'intéresser davantage à la question de la territorialisation. On va s'intéresser, voilà, on l'a dit, c'est un objectif national, mais qui aura vocation à se décliner localement, car ce sont les collectivités locales qui seront à la manœuvre. Et donc, on va se demander quels sont les conflits qui vont se rencontrer sur les usages du sol et comment les collectivités vont pouvoir s'emparer du sujet. Pour en parler, nous restons avec Maëlys Desrousseaux qui pourra nous apporter des précisions et des éclairages des enjeux en droit. Nous accueillons Stéphane Rafali, vous êtes maire de Ris-Orangis, commune lauréate de l'appel à manifestation de l'ADEME avec une expérimentation en cours avec l'appui du CEREMA pour prendre en compte la qualité et la fonctionnalité des sols dans la planification urbaine. Et enfin, nous accueillons Sarah Tessé qui est chef de projet à Fonds Stratégie et qui est une des co-rédactrices de ces deux notes. Alors, pour démarrer, première question, on a beau inscrire l'objectif dans la loi, donc au niveau national, mais on l'a vu, c'est une problématique qui va être éminemment territoriale, avec des réalités contrastées au niveau local. Et donc, comment est-ce que ça va se traduire pour les collectivités locales? Sarah, pouvez-vous nous apporter des éclairages? Oui, alors déjà, on a une méthode assez originale ici, qui est la territorialisation en cascade aux différents échelons territoriaux de l'objectif ZAN. On a une première étape, c'est l'étape des régions qui ont un objectif à intégrer dans leurs documents de planification régionaux que sont les SRADET d'ici novembre 2024. À partir de cette étape, on a une seconde étape où ce seront les intercommunalités, cette fois-ci, qui devront fixer des objectifs en fonction des objectifs qui ont été déterminés par les régions. Et puis à la fin de la définition en cascade, finalement, en 2028, on va avoir les communes qui vont délivrer des permis de construire qui correspondront aux objectifs du ZAN. Donc aujourd'hui, ce sont les régions qui sont en première ligne pour définir ces objectifs. Ce sont donc les premières qui doivent se confronter aux conflits d'objectifs dont a parlé Colline tout à l'heure, c'est-à-dire les conflits d'usage du sol. Et elles se posent en ce moment des questions pour savoir comment elles font pour prioriser, pour déterminer leur choix. Qu'est-ce qu'il faut favoriser? Est-ce qu'on va artificialiser les sols qui deviennent plus rares pour construire des logements ou plutôt pour développer l'activité économique? Est-ce qu'on va au contraire renforcer la préservation des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles? Est-ce qu'on développe des grands projets d'envergure, des infrastructures de transport? Et quoi qu'il en soit, il va falloir prioriser. On ne peut pas tout faire en même temps en s'étalant. Il faut définir des critères pour savoir qu'est-ce qu'on met en avant en premier. Donc, on s'est intéressé à cette réflexion des régions et on a avant l'été 2023, on est allé les interroger pour savoir quelles étaient leurs stratégies et comment elles s'y prenaient pour répondre à ces questions. Et donc, on a fait le tour des régions qui sont dotées d'un SRADET, puisque ce sont elles qui doivent fixer les objectifs. Et on a fait le constat suivant. D'abord, elles se sont toutes engagées dans cette réflexion. Et puis, elles ont choisi des méthodes différentes. En fait, elles ont pris des chemins différents. Elles ont inventé, imaginé des façons de procéder pour trouver ces priorités. Mais dans ces méthodes toutes différentes, on trouve quand même des points communs. La première, c'est qu'elles ont cherché à établir une maille territoriale. En général, c'est la maille du SCOT. Une maille territoriale sur laquelle elles vont appliquer des objectifs de différenciation, de réduction de la consommation d'espace. Ensuite, la plupart ont essayé de définir s'il y avait des projets d'envergure nationale ou régionale sur lesquels il allait falloir quand même mutualiser et consacrer un certain nombre d'hectares artificialisés parce que ça valait le coup et que c'était nécessaire pour la région. Et enfin, elles ont quasiment toutes cherché des critères de différenciation des objectifs. Alors, les critères, c'est ça qui va permettre ensuite de trouver des taux de réduction de consommation différenciés. Je vous donne un exemple de critères pour illustrer. Par exemple, c'est s'appuyer sur l'évolution démographique en 2030 pour identifier les besoins en logement prévisibles et dire qu'à partir de ces données chiffrées, ensuite, on va faire une différenciation entre les territoires qui auront besoin de beaucoup de logements et ceux qui en auront besoin de moins. Voilà, et ça permet de faire une différence comme ça entre les territoires pour avoir des objectifs qui soient pluriels et nuancés. Alors,
si on fait le bilan et si on reprend les enjeux qui ont été repérés dans le décret d'application de la loi climat et résilience qui guide les régions dans leur planification régionale, sur ces différents enjeux, on voit que l'enjeu de l'équilibre du territoire a été plébiscité par les régions et que presque toutes insistent sur cet enjeu-là qui est une priorité. Il y a un autre enjeu qui est l'enjeu des dynamiques économiques et démographiques passées et futures. La plupart des régions ont intégré cet enjeu-là d'une manière ou d'une autre, en particulier dans leurs critères de différenciation. En revanche, sur les sujets environnementaux, là, c'est moins de la moitié des régions qui avaient, en tout cas à l'été 2023, intégré cet enjeu. Et le foncier déjà artificialisé a été intégré pour le tiers d'entre elles. Alors sur ces 2 derniers points, on peut supposer que c'est lié à des questions aussi de données qui ne sont pas forcément homogènes sur tout le territoire régional. Et si on fait le bilan maintenant de ce qu'on a entendu quand on a écouté les régions qui mettaient en place leurs documents de planification, les SRADET, c'est que la plupart ont cherché un compromis entre le passé, les tendances passées, entre les projections pour un futur souhaitable, ce qu'elles souhaitaient pour leur territoire, et l'équilibre territorial. Et de ce compromis, il en résulte des objectifs chiffrés différenciés, avec des cibles qui peuvent varier de 10 points autour de l'objectif national de moins 50% de réduction de consommation d'espace en 2030. Merci beaucoup Sarah pour ces précisions. Voilà, on a compris que les régions avaient joué un rôle central pour penser la déclinaison territoriale. Mais Stéphane Raffaly, en tant que maire, vous pouvez peut-être nous expliquer concrètement comment se passe cette territorialisation en cascade et dans votre action de maire, pour votre collectivité, qu'est-ce que ça implique de prendre en compte l'artificialisation des sols? On peut peut-être rappeler que je suis maire d'une commune de la seconde couronne parisienne qui présente certaines particularités. C'est une commune qui a fait partie du périmètre des ex-villes nouvelles, où on a connu une urbanisation intensive ces 40 dernières années, sous l'impulsion des logiques de Delouvrier, de Gaulle. Et si je donne des chiffres, sur un territoire intercommunal de 22 000 hectares, on a en 40 ans urbanisé 6 000 hectares. Donc 25% du cadastre de cette agglomération, qui comporte 23 communes, a été urbanisé. C'est dire le caractère intensif de l'urbanisation. Et donc sans doute la première difficulté pour l'application de la loi, c'est de changer de culture, de changer de modèle de fabrication de la ville. Et sur un territoire comme le nôtre, il s'agit d'un virage à 360 degrés. C'est un véritable changement de paradigme, de cosmologie pour y parvenir, avec des outils de l'État. Je pense notamment aux outils publics d'aménagement qui ont encore des logiques inspirées des villes nouvelles. Et donc, il s'agit de changer de culture. Et pour cela, évidemment, on doit concilier, ça a été dit tout au long de la table ronde, concilier des impératifs qui paraissent a priori contradictoires, puisque sur un territoire comme le nôtre, la question de la relocalisation de l'industrie, du développement des grands comptes économiques est fondamentale. Ce sont des territoires qui ont connu des phénomènes de désindustrialisation, de gentrification. On a perdu les grands comptes qui avaient été pourtant installés par l'État au moment des grandes heures de la ville nouvelle, au moment où l'État avait sans doute les moyens de ses ambitions. Donc, besoin de relocaliser l'activité économique, mais aussi un besoin de logement très criant. La région Île-de-France connaît une poussée démographique depuis plusieurs décennies. C'est une poussée démographique qui va encore continuer, et donc on a des demandes de logement très prégnantes à l'échelle du territoire de Grand Paris Sud, Seine et Saône-Sénart. Cette intercommunalité de seconde couronne, c'est 22 000 demandes de logement social enregistrées, quand on est en capacité d'en fournir 1800, et le stock ne désemplit pas, avec des phénomènes aussi de mal logement. À l'échelle francilienne, 1,5 million de personnes mal logées. C'est dire la pression qui est exercée sur les élus locaux qui maîtrisent le droit des sols et qui sont évidemment les derniers, je dirais, maîtres d'œuvre de l'application de la loi climat résilient, et qui ont cette responsabilité. Alors il se trouve qu'à cet instant, après la loi climat résilience, nous avons une concordance des temps, puisque nous sommes en train de réfléchir à chacun des niveaux, régional, intercommunal et local,
aux documents stratégiques qui fixeront le droit positif, le droit réglementaire du droit de construire ou de ne pas construire sur le foncier encore disponible en grande quantité. Et je voudrais insister là-dessus, c'est que ce sujet, évidemment, intéresse souvent les territoires périphériques des métropoles et pas les centralités des métropoles où il y a un volume d'urbanisation qui est déjà très élevé, où il y a très peu encore de foncier disponible. C'est souvent les lisières, la marge des métropoles qui est concernée par l'application du ZAN. Des territoires d'ailleurs qui souffrent de difficultés sociales prégnantes également. Donc on est, je dirais, dans un dialogue permanent. C'est très intense en ce moment entre les équipes de la région Île-de-France, les équipes de notre intercommunalité et puis les équipes plus locales, du bloc local, que sont les équipes municipales, en essayant de concilier en fait les impératifs que je viens de décrire succinctement. Merci Stéphane Raffaly. Donc, on le voit bien, il y a une difficulté à traiter des enjeux qui peuvent paraître contradictoires en apparence, mais à les traiter de manière conjointe. Et si on ne peut plus utiliser le foncier de la même manière, si on a une nouvelle réglementation, on va peut-être avoir une nouvelle source de conflit pour les usages du sol et qui pourrait peut-être avoir des traductions juridiques. Donc, Maëlys, pouvez-vous nous préciser un peu quels en sont les enjeux ? Oui, alors les enjeux sont situés à 2 niveaux. Il va y avoir un premier niveau de conflit peut-être sur la méthode de calcul de ce qui est artificialisé ou non artificialisé. Et le deuxième niveau, c'est sur la qualité du sol qui va faire l'objet d'une protection. Alors sur le premier niveau de conflit, là véritablement c'est une approche prospective puisqu'on n'en a pas encore. On sait simplement que dans le cadre du contrôle administratif, dans le contrôle des documents d'urbanisme par le juge administratif qui est, lui, dans son pouvoir assez limité, puisqu'il regarde l'erreur manifeste d'appréciation, donc à savoir si les rédacteurs du plan local d'urbanisme se sont grossièrement trompés, donc il ne peut pas véritablement aller dans les détails. Toutefois, on s'aperçoit sur les derniers contentieux des 2 dernières années des annulations de SCOT et de plans local d'urbanisme où le juge était allé jusqu'à contester la méthode de calcul choisie par les collectivités. C'était un peu le cas du SCOT du pays de Brest, mais aussi le plan local d'urbanisme intercommunal de Toulouse, qui avait fait l'objet d'une annulation. Donc on peut observer un renforcement peut-être des pouvoirs du juge sur ce niveau-là et la façon dont les collectivités vont calculer le foncier artificialisé ou non artificialisé sur la première tranche du ZAN. Vu qu'il n'y a pas à proprement parler de méthode et qu'on va voir en fonction des rapports que ces collectivités vont rendre à partir de 2026 à peu près, comment est-ce qu'elles ont procédé, eh bien potentiellement, il y a ici du travail pour le juge administratif. Le second niveau de conflit, donc, lui, portera plus, et c'est un conflit qui est déjà existant d'ailleurs, sur la question de la qualité des sols. Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de protection juridique du sol, ce qui fait qu'il n'y a pas de définition du sol par référence à l'altération de ses fonctions. Autrement dit, la qualité du sol n'est pas protégée, contrairement à la qualité de l'eau et à la qualité de l'air dans le droit français. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas protégée qu'elle n'existe pas. Et on retrouve dans les contentieux, notamment le contentieux d'urbanisme sur l'interprétation d'un article qui porte le potentiel agronomique, économique et biologique d'un sol pour justifier du classement d'une zone en zone agricole, eh bien, des interprétations potentiellement contradictoires, ou du moins des arguments contradictoires portés par les requérants, qui, en fait, si on est dans l'hypothèse d'un rétrozonage, c'est-à-dire une zone qui avait été antérieurement affectée à de l'urbanisation future, puis qui, à l'occasion d'un changement de PLU, s'est retrouvée de nouveau affectée à un usage agricole. Dans ces cas-là, les requérants, en général mécontents de la perte de manque à gagner sur leurs parcelles, vont invoquer la mauvaise qualité des terres pour contester la légitimité d'un classement en zone agricole. Et puis on peut avoir l'inverse. Si on avait une zone agricole qui se retrouve classée en urbanisation future, cette fois-ci, s'il y a des requérants qui sont mécontents, ils vont cette fois-ci invoquer la très bonne ou l'exceptionnelle qualité du sol pour expliquer que c'est injustifié de l'ouvrir à l'urbanisation. Alors bien sûr, la qualité du sol n'est qu'un des critères dans le classement ou le déclassement d'une zone agricole. Toutefois, on voit bien que le juge, sans définition
ni législative ni réglementaire, ne peut se fonder que sur des rapports d'expertise invoqués par les requérants des diverses parties et ne peut pas trancher véritablement sur l'existence ou non de la qualité du sol. Il peut simplement considérer qu'il y a un caractère rural ou une vocation, un potentiel agricole à l'espace, mais le sol en lui-même finalement est invisibilisé par les enjeux socio-spatiaux du foncier et ça c'est préjudiciable. Merci beaucoup. Et donc, on comprend bien la nécessité de rendre le sol visible en droit notamment. Stéphane Rafali, nous venons de parler de l'enjeu de caractériser la qualité des sols. Et la commune de Ris-Orangis, c'est justement une pionnière en la matière dans le cadre de l'expérimentation que vous avez menée. Et pouvez-vous revenir un peu plus précisément sur la manière dont vous avez intégré la fonctionnalité des sols dans vos documents et dans votre stratégie de territoire même ? Alors effectivement, on a effleuré au cours de cette table ronde les différentes limites, même si c'est un progrès de la loi climat résilience, la question de la limite, du seuil, du caractère quantitatif. Et quand les territoires ont été dopés une forme d'addiction à la consommation foncière, on voit bien la difficulté de sacrer. Et l'autre limite de la loi climat résilience, celle qu'on évoque là, c'est sans doute qu'il n'y a pas de définition de la qualité du sol. Et donc, on a décidé avec les équipes de la ville de Ris-Orangis de se saisir d'un appel à projet lancé par l'ADEME pour nous permettre de lancer une expérimentation à échelle locale, à échelle communale, grâce à une expertise, notamment celle du CEREMA et de sol paysage, nous permettant d'aller voir de plus près, in concreto, et pour connaître la véritable valeur de nos sols. Donc nous avons procédé par une expertise avec l'accès aux banques de données déjà existantes. C'était le premier acte de l'expérimentation. Et donc on a pu se saisir de banques de données que les équipes locales ne connaissaient pas. C'est la première donnée. Donc maîtriser en fait des outils préexistants nous permettant d'avoir une première approche de la valeur des sols, de leur histoire, de leur anthropisation. Et puis ensuite, on a procédé par sondage, c'est-à-dire qu'on est allé sur site, on a fait des fosses et on a expertisé in situ la qualité de nos sols. Et ensuite, on a pris des échantillons et on a fait des expertises en laboratoire, nous permettant d'établir, et c'est sans doute ça l'enjeu principal de cette expérimentation sur un territoire prototype, démonstrateur, c'est de définir en fait une grille d'analyse des sols avec en abscisse la multifonctionnalité, donc la valeur hydrique, la valeur agronomique, le captage, la capacité de captage de CO2, mais aussi le potentiel en matière de biodiversité. Donc en abscisse, ces 4 grandes fonctionnalités, et puis en ordonnée, là, le degré d'anthropisation, la profondeur, la qualité de l'anthropisation, nous permettant d'avoir une grille, permettant de fixer une note à la valeur de nos sols. Et grâce à cette analyse avec plus de 400 sondages, alors on pourra définir, sans doute modifier, une stratégie urbaine qu'on traduira dans notre plan local d'urbanisme qui aura une valeur réglementaire. Et c'est ça l'objectif, c'est à la fois travailler sur la valeur des sols et en même temps que cette valeur des sols ait un impact immédiat sur la stratégie urbaine en sortant de la logique quantitative. Donc on sort un peu du corset fixé par la loi résilience, on prend un peu de liberté, mais je pense que si on procède ainsi, alors le débat avec les élus locaux prendra une autre forme, puisque c'est une des grandes difficultés de l'application des trajectoires écologiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est que la nature divise encore, et quand on fixe une limite, quand on met un corset, évidemment on a du mal à convaincre. Par contre, quand on parle de la qualité des choses qu'on protège, alors on renvoie à des affects politiques qui sont beaucoup plus admis, beaucoup plus rassembleurs. Et c'est ça qu'il faut essayer de procéder. Si on explique que le sol est protégé parce qu'il a une valeur agronomique, alors on voit bien tout de suite qu'on peut passer de la sobriété foncière, de cette exigence, au caractère nourricier du territoire dont on a la charge. Et donc là, c'est plus facilement compréhensible par les populations, par les élus locaux, et ça mobilise politiquement, à mon avis, beaucoup plus de monde que de fixer une interdiction. Alors, j'aurais peut-être
Deux questions parallèles. Une première pour commencer sur voilà, comment ça se passe avec vos citoyens quand vous leur annoncez qu'il va y avoir des réductions de l'usage du sol, qu'il va falloir faire infléchir peut-être les fonctions de la ville. Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse, qui leur parle, qui est bloquant, ou c'est quelque chose qui justement le parle peut-être via le biais de la fonctionnalité, comme vous le disiez. Voilà, comment ça se passe avec la population locale? C'est des sujets extrêmement mobilisateurs pour des territoires populaires de la seconde couronne parisienne. Avant de rentrer dans l'expérimentation qu'on vient d'évoquer, on avait à petite échelle capté des fonciers publics disponibles, en principe destinés à l'urbanisation dans le cadre des villes nouvelles, et on a évité en fait l'urbanisation pour des fonctionnalités nouvelles, des jardins familiaux sur 7 hectares avec 250 parcelles, c'est un succès populaire incroyable, mais aussi du maraîchage bio sur 13 autres hectares. Et donc voilà, ce sont des dossiers qui ont une résonance et un degré d'acceptation par la population locale qui sont extraordinaires. Hein. Donc il ne faut pas craindre, je pense, de travailler sur ces sujets, de les détechniciser, d'essayer de parler simplement et encore une fois de mobiliser les affects politiques, la question de la prospérité, la question de la liberté, la question de l'émancipation. Dès qu'on parle écologie, alors il faut les conjuguer avec les choses qui fonctionnent, les choses qui sont mobilisateurs, les vecteurs qui sont mobilisateurs pour les populations. Mais ce sujet-là, dans le cadre du SCOT notamment, on sort de réunions publiques à l'échelle de Grand Paris Sud, Seine et Saône-Sénart, ça intéresse énormément. Très bien, mais on voit bien donc que c'est un vecteur positif de mobilisation. Et j'avais une deuxième question, là peut-être plus sur le travail de la collectivité. Intégrer la question de la qualité des sols, qui, on l'a vu, est une question relativement nouvelle, qui, dans l'action publique locale, en tout cas, n'était pas prise en question. Ça demande de l'acculturation, ça demande de la montée en compétences. Alors, comment ça se passe concrètement? Vers qui on se tourne? Avec qui on se fait appuyer? Donc, on parlait de l'ADEME et du CEREMA, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qu'on pourrait mobiliser sur ces questions? Là, on a la chance d'avoir quasiment tout le génie de la biodiversité à disposition, mais ça c'est exceptionnel, c'est lié à un appel à projet. Ce qu'il faut, c'est structurer évidemment nos administrations, et vous avez raison, il y a une acculturation, un effort d'acculturation qui est important. Plus personne ne savait parler de ces sujets-là, donc c'est presque la revanche des sciences dures, des pédologues, des agronomes, et voilà, donc on voit nos administrations se muscler sur ces sujets, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs décennies, puisqu'encore une fois, on était sur des territoires où on créait les villes ex nihilo, et la puissance territoriale, c'était la construction. C'est-à-dire que le sol était vu comme un support de développement des infrastructures, des grands comptes économiques et du logement. C'était ça qui faisait la puissance des territoires. D'ailleurs, quand on a créé Grand Paris Sud et Saône-Sénart, on a eu ce débat. Fallait-il s'appeler Grand Paris ou fallait-il s'appeler Seine et Saône-Sénart? L'opinion majoritaire a encore été de nous raccrocher à la dynamique métropolitaine dans une référence à mon sens quelque chose qui était déjà dépassé. Et les éléments naturels sont passés en second rang. On voit bien que la mutation est en train de s'opérer, et qu'on comprend mieux l'intérêt d'être traversé par un fleuve, d'avoir encore 5000 hectares de terres agricoles, 5000 hectares de forêt sur un territoire de 22 000 hectares, ce qui fait en réalité notre véritable identité, une des premières identités de ces territoires de la lisière métropolitaine. Merci. Donc effectivement, le sol est aussi une définition identitaire, qui peut être à la base d'une stratégie de territoire. Merci de nous le rappeler. Et peut-être un dernier point dans cette table ronde. La question de la fonctionnalité est intéressante, mais ça peut aussi être un casse-tête sur le plan juridique. Car elle nous fait comprendre que cela n'est pas seulement une question d'urbanisme, mais qu'il va y avoir plein de dimensions dans la codification juridique qui vont être embarquées. Donc concrètement, Maëlys Desrousseaux, comment ça peut se passer? Alors on peut prendre deux chemins là, à nouveau. Un chemin de la technicité, puisque nécessairement on est face à un milieu complexe. Les sols, une grande diversité de fonctions. Leur qualité va dépendre de l'usage passé, du contexte pédoclimatique. Et donc ça va être finalement assez technique de mettre en place un cadre juridique à une échelle nationale qui reste cohérent et scientifiquement intéressant aux échelles locales. Donc nécessairement, il va falloir réfléchir à cette articulation et à la définition de territoire de gouvernance.
Actuellement, moi, je suis engagée dans le cadre d'un travail porté par l'INRAE qui porte sur une étude de littérature sur les indicateurs de qualité des sols, et on réfléchit activement à ces questions. Et une des conclusions, c'est qu'on a aujourd'hui suffisamment de connaissances scientifiques pour nous engager dans une politique de préservation plus ambitieuse et pour faire évoluer les cadres juridiques. Mais c'est vrai qu'il reste encore des questions qui devront être discutées dans les territoires, notamment si on fait des choix d'indicateurs. La question des valeurs qu'on va y associer va devoir, elle, être discutée. Et à cet égard, je souhaiterais rebondir sur l'expérimentation dont vous faites partie, puisque c'est important de montrer que les sols peuvent emporter l'intérêt d'une population qui n'est pas nécessairement propriétaire elle-même de sols non imperméabilisés. Et en fait, les sols dans le droit français ne font pas partie du patrimoine commun de la nation, n'est pas reconnu par le Code de l'environnement, contrairement à l'eau, par exemple, qui, elle, fait partie du patrimoine commun de la nation depuis une trentaine d'années maintenant, et cette qualification-là a permis la mise en place de systèmes de gouvernance qui intéressent l'ensemble des usagers, indépendamment de leur statut, et qui, du coup, permet une certaine transparence dans la gestion et sur les informations dont on dispose aujourd'hui sur la qualité de l'eau dans nos territoires. Or, pour la question des sols, il est très difficile d'avoir accès à des informations si on n'est pas propriétaire de la parcelle, alors que les sols font partie de l'environnement et qu'ils sont compris dans le champ du droit à l'information en matière d'environnement. Donc on est ici sur la non-organisation, voire l'irrespect d'un droit constitutionnellement protégé par la Charte de l'environnement. Et là, ça met en fait l'État face à sa responsabilité de développer des systèmes d'information et de développer des systèmes de participation. Et on voit bien quand les collectivités en fait s'engagent dans cette démarche-là, ça fonctionne et ça intéresse. Donc il y a en fait une patrimonialité qui vient se superposer au statut de propriété privée dans lequel en fait on enferme les sols, qui pourrait véritablement changer la donne. De ce point de vue-là, on se rend compte que donc, le ZAN, la définition de l'artificialisation et le fait qu'il soit intégré dans le Code de l'urbanisme est aujourd'hui insuffisant pour engager un changement plus global qui entraînerait l'ensemble des usagers des sols, y compris ceux qui ne font qu'y marcher, comme vous et moi, pour nous rendre ce matin à France Stratégie. Parce que là, en fait, le droit de l'urbanisme, lui, il a pour mission de répartir l'affectation des usages du sol sur le territoire. Il n'a pas une mission de protection des milieux. Alors bien sûr, depuis une quinzaine d'années, on ne peut plus penser droit de l'urbanisme sans penser aussi intégration des enjeux environnementaux, biodiversité, changement climatique. Il y a aujourd'hui une porosité entre ces deux branches du droit, mais quand même, sa vocation reste différente, et c'est au droit de l'environnement, désormais, d'intégrer cette dimension protectrice des milieux. Et c'est là où s'interroge aussi la dimension sectorielle même du droit de l'environnement, c'est-à-dire comment protéger la qualité de l'eau, en fait, sans protéger la qualité du sol et sans qu'il y ait un impact sur la qualité de l'air. La façon dont on a construit de manière sectorielle nos mécanismes de protection et nos polices administratives, en fait, elle est un peu percutée par les sols qui, finalement, comme ils sont partout et qu'il y a des enjeux qui sont liés à l'ensemble des activités humaines sur le territoire, intègrent nécessairement la dimension pluridisciplinaire de la politique. Merci Maïs Desrousseaux. Donc on comprend bien, le droit aura à faire avec le caractère systémique des sols et devra s'y plier, en tout cas on l'espère. Oui. Nous avons beaucoup de questions, donc je vous propose qu'on enchaîne assez vite. Je précise pour nos intervenants, je vous laisse répondre librement, voilà, qui veut à la question. Et on va commencer par une première question qui est peut-être un peu le nerf de la guerre et qu'on n'a pas abordé jusqu'alors. Comment financer la réduction de l'artificialisation des sols? Est-ce que ça se fera par la fiscalité, la subvention? Voilà, d'après vous, quelles seraient les pistes envisageables? Ça fait partie des limites de la loi climat résilience. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître une valeur écologique au sol, mais il faut aussi leur reconnaître une valeur monétaire, sans quoi on n'arrivera pas à les protéger pour leur valeur écologique. Et donc il y a un vrai sujet. Donc il y a des mécanismes de financement qui existent, qui sont encore embryonnaires. Il y a le fonds friche, le fonds vert, même s'ils sont un peu percutés là par les stratégies budgétaires de l'État il y a quelques jours, mais ce sont des fonds encore qui ne sont pas structurels, qui sont trop aléatoires et qui mettent en concurrence
les territoires en fonction des projets qu'ils proposent au préfet de région. Bon, donc qui a à inventer, parce qu'on est dans un changement de paradigme extrêmement profond, à inventer un système de financement, soit par la subvention, soit par la fiscalité, soit par un système de péréquation. Moi, je pense que c'est un sujet qu'on doit fouiller dans des villes et dans des agglomérations très ségrégées, hein, où vous avez des territoires extrêmement riches et des territoires plus pauvres, où on applique les mêmes modèles d'aménagement, quelle que soit la géographie, ce qui me paraît être une inégalité territoriale. Donc là, je dirais, les pouvoirs publics seraient bien inspirés de réfléchir à un mode pérenne et à reconnaître enfin la valeur, la multifonctionnalité des sols par une traduction monétaire, sauf à admettre effectivement que les sols sont des communs. C'est vrai que l'idée selon laquelle on puisse être propriétaire d'un bien dont on dépend, dont notre vie dépend, il y a quelque chose de presque contradictoire, d'ontologique, qui peut nous interroger voilà, tous. Merci. Maëlys, vous vouliez réagir également? Oui, j'ai un petit complément de réponse. Peut-être la question du financement, elle découle aussi de la question de la temporalité, puisque artificialiser, ça coûte cher aussi. Et je discutais avec un économiste qui me disait, mais finalement, une collectivité, lorsqu'elle va faire un choix d'artificialiser un sol, elle va s'amputer d'une valeur d'option sur ce même sol qui peut-être dans 20 ans ou 30 ans lui aurait servi s'il n'avait pas été artificialisé. Donc peut-être aussi on pourrait s'inscrire sur un pas de temps un peu plus long et considérer que dans l'avenir, les sols non artificialisés vont certainement avoir une valeur supérieure à celle qu'ils ont aujourd'hui. Quand on voit que les sols sont une ressource finie et que sur un territoire donné, la question de la rareté va devoir à un moment être posée. En France, aujourd'hui, on est sur un territoire étendu, on n'a pas la perception de la raréfaction du sol. Et donc, forcément, on s'imagine qu'il n'y a pas de limite à cela. Mais dans un monde de ressources finies, la question se pose différemment. Merci. Une question un plus pratique, et je pense notamment que la note de France Stratégie a contribué à l'éclairer. Les régions ont-elles fait toutes les mêmes choix pour décliner l'objectif intermédiaire, donc il n'est pas celui à 2050? Justement, c'est ce que j'exposais tout à l'heure. On était sur une réflexion concernant l'objectif intermédiaire. Donc, nous, on aboutit à des choix différents, notamment même en termes de méthode, mais aussi à des objectifs différenciés, à une façon de calculer, soit en prenant en compte des critères, soit plutôt en identifiant des grands projets sur lesquels on va réserver des hectares artificialisés. Donc, il y a des différences avec les points communs que j'ai rappelés tout à l'heure. Et puis, finalement, un écart pas si important que ça des objectifs de réduction de l'artificialisation autour de l'objectif cible. Merci Sarah. Alors j'ai une question qui est d'actualité et qui a été un peu sensible sur les dernières semaines. Doit-on craindre une aggravation de la crise du logement avec la raréfaction des terrains constructibles? Ce qu'il faut, c'est, puisqu'on n'urbanise plus les terres qui ont une valeur écologique, il faut réfléchir à travailler l'existant, le déjà là. Vous avez, là encore, si on se limite à la région Île-de-France, qui est une zone très tendue, avec une demande de logement très prégnante, vous avez 5 millions de mètres carrés de bureaux vides. Comment on mobilise ces bâtiments existants qui sont désaffectés, qui sont en friche? Vous avez des terrains anthropisés, qui sont avec des terrains abîmés, qui peuvent servir d'assiette à des projets de développement. Vous avez un taux de sous-occupation, 48% à l'échelle francilienne, de sous-occupation des logements. Donc comment on organise les transferts en fonction de la composition familiale et du niveau de confort et du nombre de mètres carrés dans un logement? Ça, c'est des chantiers qui sont devant nous et qui devraient être les priorités d'un gouvernement qui réfléchit à ces sujets. Il faut mettre ça à l'ordre du jour pour arriver à tenir les deux bouts comme on essaie de le faire à l'échelle locale aujourd'hui. Mais il y a un besoin de structuration à l'échelle nationale pour donner des orientations nouvelles. Parce que les modèles de production de logements, si on s'arrête à la question du logement aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de défiscalisation, l'État n'intervient plus pour financer les opérations d'aménagement. Bon, bref, il y a un vrai sujet de retour de la puissance publique aux côtés des collectivités locales, mais aussi des acteurs économiques,
pour essayer de créer le môle dans un pays colbertiste. Je pense qu'il faut une mobilisation générale pour un objectif d'intérêt général, et tout le monde doit être autour de la table. Donc c'est ce changement de cosmologie qu'il faut opérer, ça nécessite l'effort de tous, à mon sens. Merci. Sarah, une précision ? Oui, en effet, quand on parle de la crise du logement, on peut se dire aussi qu'un des leviers, c'est de densifier. Et densifier, c'est pas forcément ce qu'on voit comme quelque chose de terrible, les tours, etc. Au contraire, ça peut être des bâtiments, une ville désirable et dense. Ça peut être pour chaque forme urbaine un type de densité différent. Ça peut être rajouter des étages là où c'est déjà dense, ou plutôt retravailler sur les zones pavillonnaires et mettre des maisons dans les jardins peut-être trop grands pour une population vieillissante. Il y a différentes façons de densifier, et on peut avoir une densité très désirable avec un accès au commerce, un accès à la nature et plus de logements au même endroit. Merci. Les questions continuent d'arriver. J'en ai une qui a une dimension un peu plus juridique. Qu'est-ce que change la garantie communale introduite dans les décrets d'application de novembre 2023 ? Eh bien, elle vient rogner sur l'ambition initiale de la réforme. Alors, donc, ce que ça change juridiquement, c'est que finalement, ça a perturbé les travaux de calcul qui étaient déjà engagés depuis 2021. Juridiquement, c'est véritablement ça. Et finalement, j'avais pas réalisé une commune qui avait artificialisé sur les 10 dernières années 1,2 hectares, une petite commune rurale. Je lui pose la question, je dis alors, mais ça, finalement, sur le ZAN, vous allez pouvoir artificialiser combien ? Je dis, 1 hectare. Comment ça, je comprends pas. Je dis, oui, 1 hectare, d'accord. Donc en fait, la même chose. Et ça désengage des communes d'une trajectoire de réduction, ce qui est, je pense, préjudiciable. Merci pour cette réponse. Effectivement, le sujet n'est pas simple, et espérons qu'en tout cas l'évolution des mentalités continuera à infuser. Alors, une question un peu plus pratique. Quel conseil donneriez-vous à un territoire qui est confronté à une réindustrialisation de son territoire, donc avec la question du foncier disponible, et qui doit faire face à l'objectif ZAN ? Il faut regarder où on pose l'usine. Voilà, donc de faire un recensement, ça paraît bête, mais c'est le premier acte. C'est-à-dire qu'il faut recenser ce qui est disponible, pas disponible, et donc de produire une expertise, créer un observatoire nous permettant d'élaborer une stratégie urbaine fine, permettant à la fois de respecter la trajectoire écologique et en même temps de développer l'industrie qui sera vitale évidemment pour le bassin de vie. Donc il y a à définir une stratégie urbaine en intégrant, ce qu'on ne faisait jamais, en intégrant la valeur écologique du sol comme une donnée préalable à tout projet de développement. Oui, allez-y Maëlys. Oui, alors l'histoire nous a montré que les industries, ça s'installe et puis ça s'en va, ce qu'on appelle l'héritage industriel. Donc là, l'enjeu face auquel on se trouve, il est intéressant du point de vue de la technique, c'est de se dire, très bien, on s'installe, mais potentiellement dans 30 ans, vous allez partir, puisque ça ne sera plus intéressant. Donc là, on va anticiper sur la réversibilité de l'usage, cette fois-ci. On ne va pas se retrouver avec des friches polluées, sans responsable derrière, et surtout avec du foncier très imperméabilisé, dont on a du mal ne serait-ce qu'à retrouver une vocation autre. Et là, ce que le ZAN nous entraîne à faire, et ce qui est très ambitieux, c'est de se dire, comment est-ce que, à l'échelle de 30 ans, 50 ans, je pense la réversibilité de mes aménagements. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'il va falloir apprendre à faire. Et puis finalement, si on y réfléchit à plus long terme, c'est une opportunité aussi d'avoir des coûts moins élevés sur la déconstruction, la réhabilitation de certains terrains, quand l'activité devra partir, car on le sait, les besoins en termes de foncier, de locaux, de technologie ne sont pas les mêmes, et donc le local industriel qui pouvait servir il y a 10 ans ne sera pas celui de demain. Donc il faut effectivement intégrer cette question-là. Je vais peut-être donner un exemple amusant. Allez-y, je vous en prie. Dans le décret napoléonien qui demandait à ce que les cimetières soient établis en dehors des centres-bourgs, pour des raisons sanitaires évidentes, eh bien, il était prévu dans ce texte que sur les anciens cimetières, au bout de 5 ans, si c'était possible, on pouvait retrouver un usage agricole.
Donc on n'était pas du tout sur une approche perpétuelle de l'affectation de l'espace, et pourtant de la place à l'époque, il y en avait encore plus qu'aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a les cimetières, mais il y a aussi maintenant les nouvelles économies, la question des data centers, des zones logistiques, des grands centres commerciaux, voilà, où vous avez des temps de retour sur investissement qui sont extrêmement rapides. Et donc effectivement, les territoires sont exposés à ce risque à très court terme, 5-10 ans pour un data center, qui aura évidemment abîmé un sol de manière assez conséquente. Donc effectivement, de prévoir non seulement l'installation, la géographie de l'installation, mais en même temps les conditions de la sortie, ça me paraît être d'une bonne politique publique. Merci. Une autre question un peu plus prospective. On a pu entendre dans le débat que de toute façon l'artificialisation finirait par s'éteindre d'elle-même ou se stabiliser du fait de la stabilisation ou de la baisse démographique. D'après vous, est-ce qu'elle va contribuer ou non à réduire l'artificialisation des sols ? Oui, alors on a fait le calcul dans les notes, donc je n'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, on aurait pu réduire l'artificialisation et on devrait avoir une baisse de l'artificialisation due à l'évolution démographique. C'est non seulement le nombre d'habitants, mais aussi la décohabitation ou des phénomènes aussi qui concernent les logements. Donc c'est une bonne nouvelle. L'effort sera moindre. Merci. Autre question, effectivement, qui a toute sa pertinence. Pourquoi les terres agricoles ont-elles été exclues du décompte des sols artificialisés ? À la suite de discussions d'ordre davantage politique que juridique, comme vous pouvez vous l'imaginer, aussi pour respecter une certaine continuité avec les politiques antérieures qui avaient donc construit la définition de l'artificialisation par référence à la protection, enfin à la lutte contre la consommation des terres agricoles, et surtout donc le droit de l'urbanisme, j'y reviens encore, mais par exemple ne s'intéresse pas aux pratiques agricoles. Donc le droit de l'urbanisme n'aurait pas pu définir si oui ou non un sol est artificialisé en fonction des pratiques qui vont y être menées, dont découle potentiellement une altération des fonctions. D'où là, encore une fois, l'intérêt que le droit rural et le droit de l'environnement s'en saisissent pour rentrer par finalement une approche dégradation du sol et non pas artificialisation du sol, parce que l'artificialisation ne regroupe pas l'ensemble des menaces qui pèsent sur les sols. Merci. Donc après avoir parlé d'intégration des différentes dimensions dans le droit, une question sur les enjeux de différenciation. Pourquoi une exception pour l'Île-de-France sur l'objectif intermédiaire ? Moi, je ne sais pas quelle est oui, parce que c'est une décision du législateur. Donc, je ne connais pas la genèse de cette exception. D'ailleurs, c'est pas la seule. Il y a la Corse et les territoires d'outre-mer. Mais il est vrai que la région Île-de-France, compte tenu de ses caractéristiques, vous avez 48% de terres agricoles en Île-de-France, 20% de forêt. Donc, vous avez plus de 2/3 du cadastre de cette région de 12 millions d'habitants qui est verte. Donc, on aurait pu au contraire, à cet endroit, être à l'avant-garde de la stratégie écologique dont on parle. Et la région Île-de-France, la région capitale, aurait pu être la première région bioclimatique à l'échelle européenne au regard de ses caractéristiques naturelles. Le législateur a sans doute été pris par des logiques qui sont encore très présentes dans l'esprit de nombreux décideurs. C'est que ce qui fait la force d'un territoire, c'est évidemment son degré d'attractivité économique et donc par nature, par ses développements. Voilà, donc moi j'encourage dans le cadre du schéma directeur de la région Île-de-France qui est en cours de discussion. L'enquête publique devrait se terminer dans quelques jours, mais il y aura encore du débat public. Il n'est pas suffisamment intense d'ailleurs sur ce sujet, qu'on soit plutôt sur l'objectif de 2050 et pas sur l'objectif de 2030, puisque pour le coup, il n'y a pas d'exception sur l'échéance 2050, même pour la région Île-de-France. Donc on devrait déjà se mettre en ligne sur l'objectif à 25 ans. 25 ans pour imaginer un territoire, c'est, je dirais, le temps normal d'une politique prospective pour n'importe quel élu, qu'il soit national, régional ou local. Donc voilà, comme point de mire 2050, et certainement pas de s'engouffrer dans l'exception proposée par le législateur. Merci. Maëlys, vous vouliez réagir ?
Peut-être rapidement, oui, donc dans la logique de ce que disait Monsieur Rafali, l'Île-de-France peut-être considère qu'elle a vocation à accueillir sur son territoire des projets d'envergure nationale et qu'il serait donc déséquilibré de compter l'artificialisation de ces projets-là au même titre que les autres. Ce qui m'entraîne à penser que finalement, on peut être satisfait de cet objectif chiffré. Et d'ailleurs, la France est aujourd'hui citée dans des réunions scientifiques en exemple pour être le seul pays d'Europe à avoir fixé dans son droit dur un objectif quantitatif de limitation de l'artificialisation des sols. Donc de ça, on peut s'en réjouir. Mais quand on rentre dans les détails ensuite de la mise en œuvre, on se rend compte qu'il y a aussi des régimes d'exception. Il y a la garantie communale, il y a les Outre-mer, il y a l'Île-de-France et il y a aussi les projets d'envergure nationale, notamment les projets d'autoroutes, comme il se passe en ce moment dans le sud-ouest de la France. Et là où l'État va se réserver lui aussi sa propre enveloppe de compte de l'artificialisation. Et donc, quelque part, on comprend aussi les difficultés à comprendre les enjeux d'une réforme qui se complexifie par les exceptions qu'elle a autorisées au fur et à mesure. Merci. Donc on arrive au terme de cette webconférence et je vais vous poser une dernière question d'ouverture d'une certaine manière. À l'aune de tous ces enjeux qu'on a évoqués, ne faudrait-il pas repenser l'aménagement global du territoire qui reste encore très focalisé, très concentré autour des métropoles, donc voilà, et tout en intégrant la question de l'objectif ZAN. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire en France, donc il ne s'agit pas de revenir à l'ère de la data, puisque aujourd'hui c'est un pays décentralisé, et puis il faut intégrer la trajectoire écologique qui est en surplomb de tout, mais il y a besoin de réfléchir à chacune des échelles pour maintenir une cohésion nationale, une cohésion métropolitaine qui est absolument nécessaire, puisque ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a des déchirures, il y a parfois des schismes dans certaines régions, des phénomènes sociaux qui doivent nous alerter. On pense évidemment à la question des gilets jaunes, qui part d'une question écologique, la question aussi des émeutes dans les banlieues. Donc les puissances publiques doivent retrouver le chemin d'une coopération nous permettant de travailler la construction de la ville dans toutes ses aménités en appliquant la trajectoire écologique et nous permettant de retrouver une cohésion. Donc ça fait beaucoup d'impératifs à mener de front, mais à un moment charnière où vous avez un certain nombre de votes colère qui peuvent nous amener dans l'abîme, je pense qu'on serait bien inspiré de retrouver ce môle des acteurs à la fois publics et privés pour nous permettre d'éviter des déchirures qui seraient fatales. Et alors moi, je travaille à l'école d'urbanisme de Paris, donc je suis au contact des étudiants au quotidien, et je pense qu'il y a une dimension générationnelle aux politiques d'aménagement qui sont en train de se penser là. Donc à l'école d'urbanisme, les étudiants ont vocation à travailler dans l'aménagement, dans les cabinets d'urbanisme, et je peux vous garantir qu'ils sont beaucoup plus intéressés par le désaménagement du territoire que l'aménagement du territoire. Sarah, peut-être un dernier mot ? Oui, sur ce sujet, quand on a interrogé les régions, on s'est rendu compte qu'elles étaient toutes très, très intéressées, qu'elles mettaient en avant l'équilibre territorial, parce qu'en fait, elles ont eu affaire à des territoires infrarégionaux, urbains et ruraux, qui parfois s'affrontaient, mais parfois aussi mettaient en avant ce qu'ils pouvaient apporter au territoire. Et les villes mettant en avant les emplois et les habitants, les territoires ruraux mettant en avant la qualité des sols, et puis le fait aussi qu'elles pouvaient être potentiellement un réservoir de sol artificialisé. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait du coup que ça met en avant les réciprocités ville et campagne, et toutes ces aménités rurales aussi, et la qualité des sols en fait partie, pour qu'il y ait comme ça quelque chose de beaucoup plus homogène et réciproque entre les deux. Merci Sarah pour cet appel à la réciprocité. Je propose que ça soit le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions, aux questions de l'assistance. Merci à Hélène et Colline qui sont toujours en coulisses, et merci pour leurs interventions. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes et les autres travaux de France Stratégie qui sont intégralement disponibles sur notre site internet, et nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une prochaine webconférence sur je ne sais pas quel sujet, mais en tout cas vous en serez informés très rapidement par newsletter.